sans plus attendre et en vous remerciant à nouveau, je donne la parole en premier lieu à Amine Benaïssa. Nous sommes tout ouïe, Amine. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur et cher Bernard, Madame la maire de Tunis et cher Souad Ben Abdelrahim, Madame la présidente de la VITEM et chère Agnès Rampal, cher Simon Davis, Mesdames et Messieurs. Au moment où est survenu le Covid, je me suis interrogé pour savoir si j'avais, au cours de ma carrière, abordé ne serait-ce qu'une fois la question des épidémies. Eh bien oui, il y a 25 ans, au moment où j'ai élaboré le plan stratégique de l'Alsace, un responsable technique, en l'occurrence celui en charge de la mobilité, avait remis en cause une partie de l'approche menée en indiquant qu'il fallait intégrer dans le raisonnement le risque d'une nouvelle épidémie de xylophéra. J'avais trouvé, compte tenu de l'idée que je me faisais alors des progrès scientifiques, sa réserve pour le moins étrange et son insistance à la porter pour le moins suspecte. Je reviens il y a un an, nous assistions, il y a à peine un an, à Tunis, avec Madame la maire de Tunis, que je salue très chaleureusement, un conseil municipal où les élus ont soulevé avec force et passion toute une série de questions. Mais à aucun moment, la question d'une éventuelle pandémie n'a été posée sur la table. C'est dire si les relations entre crise sanitaire et système urbain sont complexes. Alors, pour reprendre une formule chère aux historiens des annales, pensons à un dépassement d'événements, pensant à un dépassement des nouvelles sonnantes pour s'inscrire dans des temps plus lents, j'en mobiliserai pour cet exposé 3, celui des épidémies, celui de la ville et celui des idées. Commençons par le temps des épidémies. Peste, choléra, tuberculose ont de tout temps contribué à façonner nos territoires. Pendant des siècles, l'un des enjeux des interventions urbaines a été de permettre la circulation de l'air, jugé coupable de porter avec lui la maladie. Au Moyen-Âge, on considérait que l'atmosphère viciée était la cause première de la peste, qui a éliminé en 1347 un tiers de la population européenne. En 1720, cela a été rappelé ce matin, la peste a tué la moitié de la population marseillaise. Le plat a été resservi, si j'ose dire, en 1830 avec la fièvre jaune et le choléra. La pensée hygiéniste va alors se consolider et s'imposer dans les projets de restructuration, d'extension du 19e et du 20e siècle, comme ceux menés par Haussmann à Paris, Cerda à Barcelone ou encore le duc de Camastra à Catane. La charte d'Athènes va venir conforter cette option. Et pourtant, nous avons été avec d'autres, avec beaucoup d'autres, j'insiste, totalement pris au dépourvu par le Covid. Cela nous invite donc, compte tenu de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de l'omniprésence de la question des épidémies dans l'histoire de l'urbanisme et de notre total, je dirais, du fait qu'on ait été totalement démunis quand le Covid est survenu, à moins de certitude. Poursuivant par le temps des villes. La société industrielle a été urbaine. La société post-industrielle l'est davantage. Cela traduit notamment la primauté qui a été accordée à l'économie au cours de ces 2 derniers siècles et ses corollaires, la polarisation des activités et le réchauffement climatique. Il va sans dire que ce processus a fragilisé l'équilibre entre ville et campagne. Bien évidemment, de nombreuses autres raisons expliquent cet appel d'air vers les villes dans le monde et partout en Méditerranée. Elles sont aussi politiques, sociales et même culturelles. Mais il y en a une que l'on néglige fréquemment et qu'il me semble important de rappeler. La pensée territoriale est portée par des élites qui vivent en ville, qui pensent la ville, qui aiment la ville. Elles ne connaissent finalement que très peu l'arrière-pays et le monde rural. Penser les territoires aujourd'hui, c'est nécessairement prolonger, mais aussi infléchir ce long processus de basculement des territoires vers les villes marquées par un modèle de croissance déséquilibré, par des disparités, des inégalités sociales et territoriales, des atteintes à l'environnement, une économie faiblement créatrice d'emplois, et enfin, notamment à travers la densité et la pollution, une exposition inacceptable à des risques sanitaires majeurs. Enfin, je mobiliserai le temps des idées. Nous évoluons dans un monde qui est passé assez brutalement d'utopie mobilisatrice, porteuse d'espoir d'un monde meilleur, au cauchemar le plus absolu. Épidémie, attentat, catastrophe naturelle. Certains philosophes indiquent qu'il faut prendre acte de la fin des grands récits et de la montée des individualismes sans ancrage. Certains s'en réjouissent, d'autres s'en affligent, c'est ainsi. L'écologie
n'est hélas pas un récit qui s'écrit comme les précédents, sur fond de confiance dans l'avenir, et c'est dommage. Il s'écrit sur fond d'inquiétude quant au futur, reste que c'est ce nouveau grand récit qui oriente aujourd'hui l'action. Le sentiment de liberté et de légèreté qui accompagnait l'individualisme sans ancrage de la postmodernité a laissé la place à un sentiment angoissant d'être sans lieu et sans attache. Cette angoisse pousse à des quêtes identitaires qui peuvent aller jusqu'au repli communautaire et bien plus, hélas. Alors, que peuvent donc concrètement les urbanistes? Que peuvent-ils dans un monde inquiet, j'ai dit pourquoi, soumis à une crise sanitaire, à une crise économique et territoriale, et en quête de valeurs collectives et d'identité stable? C'est toute la question que vous posiez, cher Bernard. La réponse est beaucoup, et je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous quelques jalons, 4 principaux jalons. 1, il nous faut réinventer nos manières de faire. Il faut être plus à l'écoute, plus dans la proximité, plus à l'échelle des territoires. La démonstration qui a été faite par les collectivités locales pendant cette crise, de leur contribution remarquable à la bataille contre la pandémie, où ils ont su ou elles ont su mobiliser, être au plus près des habitants, s'adapter, adapter les espaces publics, approvisionner les populations et les hôpitaux, être solidaires avec les plus démunis, doit pouvoir nous faire réfléchir sur l'importance de cette échelle de proximité. Il nous faut aussi rompre avec cette utopie que nous savons et pouvons maîtriser le développement territorial. C'est ça qui fonde l'urbanisme depuis 30 ans. Rompons avec cette substitution progressive des valeurs par les procédures. Osons le monde incertain, laissons la place à une culture ouverte du projet pour pouvoir s'adapter à l'évolution des contextes et à la puissance de l'imprévisible. Soyons agiles pour intégrer les transitions écologiques, énergétiques, numériques, biotechnologiques qui dessineront le monde de demain, formant de nouveaux professionnels qui pensent la globalité en intégrant les savoirs spécifiques du numérique, de la ville santé, de l'écologie, etc. Bon. Troisièmement, il nous faut réenchanter l'imaginaire. Pour employer un concept cher à notre maître, à mon maître et ami Marcel Roncaiolo, Jacques Séguéla, un grand communicant français de talent, dit quelquefois « il y en a qui pensent les avions et les autres les parachutes ». Naturellement, il faut penser les deux, mais cessant de penser uniquement aux parachutes et ouvrons le débat. Soyons, ayons moins de certitudes, soyons plus à l'écoute des expériences et des autres, et remontons-nous à rêver, à partir des territoires, d'un monde meilleur qui rééquilibre notamment la relation ville-campagne pour intégrer réflexion régionale et réflexion métropolitaine, tirer parti des recompositions économiques qui s'accélèrent, territorialiser les stratégies de transition écologique, technologique et sociétale, appréhender la question des risques et celle de la résilience, tirer parti des évolutions technologiques et substantielles. C'est tout le sens du projet métropolitain de Nice, autour duquel nous avions eu le plaisir de nous réunir, chère Agnès Rampal, il y a 2 ans. C'est celui de prendre le développement métropolitain à l'échelle de la totalité du territoire et en intégrant l'arrière-pays. Pour conclure, non, la ville n'est pas une addition. Non, le Covid ne doit pas constituer un calque de plus, une addition de plus, des prescriptions de plus. Disons-le simplement, mais avec force, le moment est peut-être venu de porter des projets territoriaux, porteurs d'une vision globale, et j'insiste sur ce mot, de vision globale, car c'est celui de l'urbaniste qui questionne les cadres économiques, politiques, sociaux, culturels et urbains sur lesquels nos territoires ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup, Amine Benaïssa. Vous venez de rappeler effectivement souligner un constat que nous avons tous fait, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord, évidemment, et on le disait à nos fenêtres et à nos balcons pendant le confinement, tous les soirs à 20 h, en applaudissant les soignants, que la communauté des soignants a été en première ligne, c'est l'évidence même. Mais vous venez également de rappeler que les collectivités territoriales, l'échelle de proximité ont été le théâtre où véritablement s'est noué le drame et où se sont posés les problèmes et où ont commencé à se forger les solutions. Vous venez
de passer à tous du baume au cœur en recommandant de réenchanter l'imaginaire. Je pense que cette formule est très belle et elle nous permet d'ouvrir de très nombreuses portes, les portes du réenchantement et les portes de l'imaginaire. Vous venez également de nous dire que la ville, et vous avez parfaitement raison, n'était pas une addition, mais devait relever d'un processus et d'une vision globale. Merci beaucoup pour cette ouverture d'atelier. Je souhaite